Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Je n'étais pas censée être là ce matin-là. Je ne l'avais pas prévu. Je n'étais habillée pour rien d'autre que l'ordinaire. De vieilles ballerines, mon doux gilet gris, pas de maquillage. Je me suis simplement réveillée avec cette étrange envie de vérifier quelque chose à la banque. Pas même de la peur, juste une impulsion, comme un murmure au fond de mon esprit qui ne me laissait pas tranquille. Alors, j'ai pris mon sac, fermé la porte d'entrée à clé et conduit pendant 7 minutes jusqu'à l'agence de l'avenue Belmont. La même que Charles et moi utilisions depuis plus de 30 ans. Le parking était inhabituellement vide pour un jeudi. Je me souviens m'être dit cela en sortant de la voiture, fermant doucement la portière et me dirigeant vers l'entrée vitrée. Mes mains étaient stables, ma respiration normale. Rien en moi ne s'attendait à ce que j'allais voir. Pas la moindre parcelle. Puis je l'ai vu, Marc, mon gendre, debout au fond du hall, juste derrière le comptoir d'accueil, portant ce costume gris pâle qu'il ne met que lorsqu'il veut paraître professionnel, digne de confiance. Comme lorsqu'il a prononcé ce long discours tremblant pour demander la main de ma fille. J'avais su à l'époque que quelque chose en lui était répété. Mais là, j'ai ralenti le pas. Il parlait au directeur de l'agence, calme, posé, avec un sourire poli. Il ne m'a pas vu entrer. Je me suis glissée derrière le grand paravent près de la zone d'attente, pas exactement pour me cacher, juste pour observer. Quelque chose dans sa présence semblait déplacé. C'est alors que j'ai entendu. Elle s'appelle Hélène Grant. Nous gérons ses affaires depuis un certain temps maintenant. Elle ne reconnaît plus personne dans la famille. Ses médecins s'accordent à dire que la maladie progresse rapidement. À ce stade, on ne s'attend pas à ce qu'elle retrouve une pleine conscience. Je me suis figée. C'est mon nom complet, sortant de la bouche d'un homme en qui j'avais eu confiance, que j'avais nourri, que j'avais accueilli dans ma maison pendant plus d'une décennie. Elle est maintenant sous tutelle médicale, a-t-il continué, tendant un dossier. Nous officialisons simplement les choses pour que les comptes ne soient pas utilisés à mauvais escient. Elle ne reviendra pas. Pas en capacité légale. Je ne pouvais plus respirer. Un instant, j'ai pensé que j'avais peut-être mal compris, qu'il parlait de quelqu'un d'autre, une autre Hélène Grant, à la fin de la soixantaine qui tricotait sur sa terrasse et payait les leçons de piano de sa petite fille. Mais non, il parlait de moi. J'ai touché mon propre poignet, senti mon pouls. Je me souvenais de quel jour on était, de la rue où j'habitais, et du son de la voix de ma fille la dernière fois qu'elle m'avait dit « Tu es la seule personne qui me voit encore vraiment, maman. » Je n'étais pas confuse. Je n'étais pas partie. Et je n'étais certainement sous aucune tutelle. C'est alors que j'ai avancé, un pied après l'autre, lentement et délibérément, jusqu'à ce que je sois visible, jusqu'à ce que le bruit de mes ballerines sur le carrelage poli les fasse se retourner. Le visage de Marc a perdu toute couleur. Le directeur a cligné des yeux 2 fois, surpris. « Bonjour », ai-je dit, ma voix calme, froide. Marc a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Je ne voulais pas… » a-t-il commencé, mais j'ai levé la main. « Non, ne gaspillons pas tes mensonges, si tôt dans la journée. » J'ai regardé le directeur de l'agence. « Je suis Hélène Grant, c'est mon compte. Je ne suis pas sous traitement médical. Je n'ai autorisé aucune tutelle ni procuration financière. Et je reconnais très certainement tout le monde dans ma famille. » Marc a bégayé. « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai légèrement incliné la tête. « Vraiment ? Parce que pour moi, on dirait que tu as essayé de m'enterrer vivante. » Il s'est avancé vers moi, les mains levées en signe d'apaisement. « Hélène, s'il te plaît. » J'ai reculé. « Ne fais pas ça, pas aujourd'hui. Je suis peut-être une grand-mère, mais je ne suis pas sénile.
Et j'en ai fini de te laisser parler en mon nom. Il y eut un silence si épais que je pouvais le sentir entre mes côtes. Le directeur de l'agence a discrètement repris le dossier sur le comptoir et me l'a tendu. Je pense que ceci vous appartient, madame. Je l'ai pris sans regarder Marc à nouveau. Mes mains ne tremblaient ni pas. Pas encore. Mais mon cœur avait déjà commencé à réécrire tout ce que je croyais savoir, à déchiffrer les indices que j'avais ignorés pendant des mois. La façon dont il évitait de parler de l'avenir, le mien en tout cas, ou la manière dont il interceptait le courrier avant que je puisse le voir. Des petites choses, des détails anodins qui, assemblés, formaient maintenant une image terrifiante. C'était une trahison préparée, méticuleuse, pas un acte impulsif. Et cette prise de conscience était plus froide que n'importe quelle colère. Je ne suis pas rentrée directement à la maison. Je me suis garée à 3 rues de chez moi, et je suis restée assise là, en silence, à regarder des inconnus passer, sirotant leur café, se tenant la main, parlant de leurs projets pour le week-end, comme si le monde ne venait pas de basculer sur son axe. Mes jointures étaient blanches sur le volant, mais je n'avais pas bougé. Il était 10h42. Trop tôt pour qualifier la journée de mauvaise. Trop tard pour prétendre qu'elle ne l'était pas déjà devenue. Quand j'ai finalement tourné dans ma propre allée, tout semblait exactement pareil. Les hortensias que ma fille n'arrose jamais pendaient toujours près de la terrasse. Le colis de chaussures orthopédiques que j'avais commandé était appuyé contre la porte moustiquaire. Un oiseau chantait. Le vent se moquait bien de ce que je venais de découvrir, mais moi non. J'ai fermé la porte d'entrée derrière moi, je suis entrée dans la cuisine, et j'ai posé le dossier de la banque sur la table. Il reposait là comme une arme chargée. À l'intérieur se trouvaient des documents que je n'avais pas signés, des rapports médicaux que je n'avais pas vus, et des déclarations imprimées, tamponnées, notariées. Affirmant que j'étais mentalement incompétente, que je n'étais plus capable de prendre des décisions, que mes biens nécessitaient une surveillance, que ma fille, ainsi que son mari, agiraient en tant que mes tuteurs légaux jusqu'à nouvel ordre. Quelle façon élégante de dire indéfiniment. J'ai tiré une chaise et me suis assise lentement, fixant la paperasse. Ils ne m'avaient pas confrontée, ne m'avaient pas demandé si je me sentais perdue, fatiguée ou confuse. Ils avaient décidé, dans des pièces où je n'étais pas invitée, que j'étais finie. Comme une ampoule qui clignote une fois de trop. Il était temps de la remplacer. Je me suis versé un verre d'eau et ne l'ai pas bu. J'ai juste regardé fixement. Je n'ai pas pleuré, mais ma main a commencé à trembler, très légèrement. C'est à ce moment-là que j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Ma fille, Jennifer, la femme qui, il y a 10 ans, avait murmuré entre 2 sanglots qu'elle ne pensait pas pouvoir mener une grossesse à terme. Et je l'avais tenue dans mes bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme, droite contre ma poitrine. Cette même Jennifer n'a pas remarqué les documents sur la table au début. « Salut, maman !» dit-elle nonchalamment, posant son sac sur le comptoir. « Tu es finalement allée à la… » Elle s'est arrêtée en pleine phrase. Ses yeux se sont posés sur le dossier, puis sur moi. Quelque chose dans son visage a changé. Une lueur. Pas de la culpabilité. Pas encore. De la peur. « Où as-tu eu ça ?» Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée lentement. « Maman ?» dit-elle, la voix plus douce. « Écoute, je peux t'expliquer. » Je me suis levée. « J'aimerais que tu essaies. »« D'accord, d'accord. » Elle a commencé, se frottant la tempe. « Ce n'était pas censé se passer comme ça. C'était juste… Marc pensait que c'était pour te protéger, au cas où quelque chose arriverait. »« Au cas où ?» ai-je dit. « Jennifer, ces papiers disent que c'est déjà arrivé. Ils disent que je suis partie, que je ne me souviens plus qui tu es. » Elle a hésité. « Tu ne m'as pas dit ?» ai-je continué. « Que j'étais devenue un fardeau. » Sa bouche s'est ouverte,
Mais aucun mot n'en est sorti. Je t'ai fait confiance. Je t'ai dit où se trouvaient les documents, les mots de passe. Je t'ai laissé t'asseoir à chaque rendez-vous chez le médecin. Je t'ai donné l'accès. Je sais, a-t-elle murmuré. Et tu l'as utilisé? Elle a hoché la tête une fois, comme une enfant coupable. J'ai attendu qu'elle se batte pour moi, qu'elle dise que ce n'était pas vrai, que je n'étais pas en train d'être effacée. Au lieu de cela, elle s'est assise, silencieuse, puis elle a dit la pire chose qu'elle aurait pu dire. Je ne pensais pas que tu le remarquerais. Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac, plus violent que la découverte elle-même. La trahison était une chose, mais la présomption de mon invisibilité, de ma propre stupidité, en était une autre, bien plus cruelle. Je me suis assise en face d'elle, plus de table entre nous maintenant, juste le silence. Elle évitait mes yeux, continuant de fixer le dossier comme s'il pouvait se lever et s'expliquer lui-même. Alors, ai-je dit calmement, tu ne pensais pas que je le remarquerais? C'est ce que tu as dit. Jennifer a de nouveau ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses doigts trituraient l'ourlet de son pull. Je me suis penchée légèrement en avant. Pas fort, pas cruel, juste assez tranchant pour couper. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, Jennifer. Je remarque tout. Je l'ai toujours fait. J'ai tapoté le dossier une fois, lentement. J'ai remarqué quand Marc a commencé à m'appeler Madame au lieu de Maman l'année dernière. J'ai remarqué quand tu as cessé de me demander de garder Nora, disant qu'elle était trop agitée pour moi maintenant. J'ai remarqué quand les visites chez le médecin ont cessé de m'envoyer des copies de mes propres résultats d'analyse. Elle a tressailli à cela. Et tu sais ce que j'ai remarqué d'autre? Ai-je poursuivi. La façon dont tu avais l'air soulagée quand je ne suis pas venue pour le déjeuner de la Toussaint, comme si ça simplifiait les choses. Ce n'est pas vrai, a-t-elle murmuré. Si. Mais ça n'a plus d'importance maintenant, car ce qui compte, c'est que tu t'es assise en face de moi pendant des mois, tu m'as souri, tu m'as serré dans tes bras, et pendant tout ce temps, tu étais en train de me signer comme un certificat de cession de voiture d'occasion. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je n'ai pas été émue. Les larmes n'annulent pas les signatures. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et Marc est entré. Il s'est arrêté net en nous voyant. Ses yeux ont balayé le dossier, puis Jennifer, puis moi. « Eh bien, a-t-il marmonné, je suppose que le pot aux roses est découvert. »« Non, ai-je dit en me levant. Le chat a été jeté dehors, et il est revenu en griffant. » Il a levé les yeux au ciel. « Écoute, Hélène, ce n'est pas personnel. » Tu as dit à un étranger que j'étais mentalement inapte à gérer ma propre vie. L'ai-je interrompu. Tu as falsifié l'accès à mes comptes. Tu t'es tenu dans une banque et tu as dit à un homme que je ne reconnaissais pas ma propre fille. Comment est-ce que ce n'est pas personnel? Il a levé les mains. Nous avions des documents, des avis médicaux. Nous n'avons pas fait ça sur un coup de tête. Qui a rempli ces évaluations? Il a hésité. Réponds à la question, Marc. Nous avons utilisé des notes de ce dépistage de la mémoire de l'année dernière. Tu veux dire celui que j'ai réussi? Celui où le médecin a dit que j'étais vive pour mon âge? Il n'a rien dit. Je me suis approchée. Il n'a pas bougé. Vous avez tous les deux pris la décision de m'effacer. Non pas parce que j'étais malade, mais parce que j'étais un obstacle. Parce que je ne voulais pas vous céder le contrôle total. Parce que je posais des questions. Marc a ricané. Tu ne sais pas à quel point c'est épuisant de tout gérer, de t'aider, de s'occuper de la maison. Oh, je vois. Ai-je interrompu. Donc, j'ai élevé une fille pendant 35 ans, payé ses études, son mariage. Je vous ai donné la compte pour cette maison. Mais maintenant que j'ai besoin de ma propre voix,
Je suis soudainement un fardeau. Il s'est mordu la langue. Jennifer a essayé de parler. Maman, s'il te plaît. Non, ai-je dit tristement, me tournant vers elle. Tu t'es assise à ma table de cuisine pendant des mois, en sachant ce qui se passait. Tu savais qu'il préparait des documents. Tu savais que Marc allait à la banque. Elle a finalement hoché la tête. Je ne voulais pas y croire, a-t-elle murmuré. Je pensais que si nous n'utilisions jamais les papiers, ça n'aurait pas d'importance. Mais tu les as signés? Ses yeux sont tombés. Et tu as appris à ta fille, ai-je dit lentement, qu'il est acceptable de trahir quelqu'un discrètement tant que tu souris en le faisant. Jennifer a finalement craqué. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu es si forte, maman. Tu ne demandes jamais d'aide. Et j'ai pensé que si quelque chose arrivait, nous serions prêts. Non, ai-je répondu. Vous ne vous prépariez pas. Vous vous débarrassiez de moi. Un silence. Puis je me suis dirigée vers le tiroir, j'ai sorti une copie de mon propre testament, je l'ai tenue dans ma main, puis je les ai regardés tous les deux. Ceci sera réécrit à partir de demain. Et vous pouvez être sûr, très sûr, que ce qui vient de se passer aujourd'hui ne sera pas oublié, ni légalement, ni émotionnellement, ni spirituellement. Je me suis tournée vers Marc. Tu aimes parler de la protection des actifs? Bien. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus l'un des miens. La force de mes propres mots m'a surprise. Une résolution d'acier que je ne savais pas posséder. Ce n'était pas de la colère, c'était une certitude. Le voile de la déférence polie que j'avais porté pendant des années venait de se déchirer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'étais pas anxieuse. Je n'étais même plus en colère. J'étais simplement éveillée, pleinement consciente pour la première fois depuis des années, comme si quelque chose en moi s'était reconnecté. Un fil qui s'était refroidi s'est rallumé. À 8 heures du matin, j'avais déjà passé 2 appels. Le premier à mon avocat, Daniel Cohen, qui n'avait pas eu de mes nouvelles depuis plus de 3 ans. Le second, à Sandra Williams, une conseillère financière dont je n'avais pas eu besoin depuis le décès de Charles. À midi, j'avais annulé tous les virements automatiques liés au compte professionnel de Marc. À 13 heures, j'avais changé les mots de passe de toutes mes connexions en ligne. Et à 15h15, j'étais assise en face de mon avocat, dépliant les documents qu'il ne s'attendait jamais à ce que je voie. Il a lu en silence, puis m'a regardée. « Hélène, voulez-vous porter plainte ?»« Non, » ai-je dit calmement. « Pas encore, mais je veux un audit complet de chaque transaction liée à leur nom au cours des 12 derniers mois. » Il a hoché la tête. « Je veux aussi un nouveau testament, pas de demi-mesure, une mise à jour complète. » Son stylo était prêt. « Et vos bénéficiaires ?»« Ma petite fille, » ai-je dit. Elle a 12 ans, encore honnête pour le moment. Il a esquissé un sourire, mais n'a pas plaisanté. Il savait mieux que ça. J'ai continué. Mettez en place une fiducie avec des conditions. Quant à Jennifer et Marc, ils sont exclus de tout. Il a écrit en silence, et j'ai observé le tout se dérouler avec une étrange clarté, comme si je regardais l'histoire de quelqu'un d'autre. Comme si je lisais la fin d'un roman que je ne me souvenais pas avoir commencé. Car la vérité, c'est que je l'avais senti venir. La façon dont Marc s'était soudainement intéressé à m'aider avec les impôts, la manière dont Jennifer mentionnait la valeur de la maison lors de dîners décontractés, les conversations à voix basse qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Mais j'avais ignoré tout ça parce que je voulais croire que j'étais aimée sans condition. Et c'était ma véritable erreur. Je suis arrivée à la maison à 17h40. Ils attendaient, Jennifer sur le canapé, les mains jointes, Marc faisant les 100 pas près de la cheminée comme s'il possédait la maison. « Pourquoi as-tu coupé le compte »
a-t-il dit avant même que je ferme la porte. Je n'ai pas répondu. Je suis allée dans la cuisine, j'ai posé mon sac et je leur ai fait face. Je suis allée chez mon avocat aujourd'hui. Le visage de Jennifer s'est crispé. La mâchoire de Marc s'est serrée. J'ai continué. Et voici ce qui va se passer ensuite. Marc a commencé à m'interrompre, mais j'ai levé une main. Il s'est arrêté. Je dépose une déclaration révoquant toutes les tentatives de tutelle, de manière permanente, légale et rétroactive. Marc a ri une fois, un son sec et amer. Tu ne sais même pas comment faire. Je sais exactement comment faire, ai-je dit. Parce que pendant que tu étais occupé à jouer au gendre responsable, tu as aussi laissé une trace écrite, tellement négligente qu'un étudiant en 3e année de droit pourrait la démolir. Il a reculé. Jennifer n'a rien dit. Et le testament, ai-je ajouté, est modifié avec effet immédiat. Marc a ricané. Tu fais une erreur. Non, ai-je dit. C'est toi qui en as fait une. Tu as supposé que je resterais silencieuse, que j'aurais trop honte pour me défendre. Tu as pensé que l'âge signifiait la faiblesse? Ce n'est pas le cas. Jennifer a finalement parlé. Nous n'allions pas utiliser la tutelle. Je me suis tournée vers elle. Si, vous alliez le faire. Vous attendiez juste le moment où je dirais quelque chose que vous pourriez déformer. Un rendez-vous oublié, une histoire répétée, un petit dérapage. Elle a cligné des yeux et n'a pas nié. Vous vouliez la maison? Ai-je dit. Et l'argent. Vous pensiez que si vous le preniez assez lentement, je ne le remarquerais pas. Marc a croisé les bras. Tu n'es pas juste. Je suis passée devant lui, j'ai ouvert le placard du couloir et j'ai sorti un dossier que j'avais préparé des années auparavant. Voici la liste complète de tout ce dont ta fille héritera un jour, ai-je dit en le tendant à Jennifer. Mais pas toi, et pas tant que je serai en vie. Jennifer l'a regardé fixement. Des larmes sont venues. Cette fois, je les ai laissées couler, mais je ne me suis pas adoucie. Je l'ai regardée comme une femme, pas comme mon enfant. On ne perd pas seulement un héritage, Jennifer. On perd la confiance. Il l'a gardée comme modèle? Je me suis souvenue de cette carte, une chose scintillante avec une licorne que Nora avait été si fière de me donner. Je dois parler à Daniel, ai-je dit. Je suis tellement désolée, maman. J'aurais dû voir ça plus tôt. Oui, ai-je répondu. Tu aurais dû. Ce simple aveu, tu aurais dû, était nécessaire. Ce n'était pas une accusation, mais une reconnaissance de la vérité. Le pardon ne pouvait pas être construit sur des mensonges ou des omissions. Il devait commencer par un sol solide de responsabilité. Après avoir raccroché, je suis restée assise sans bouger pendant un long moment. La trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de contrôle ou de commodité. C'était un vol calculé. J'ai appelé Daniel, qui a immédiatement recommandé que nous portions plainte auprès de la police pour tentative de fraude. Mais cela impliquerait aussi Jennifer, ai-je dit. Hélène, tu la protèges encore. Elle faisait partie de tout ça. Elle a appelé pour m'avertir après coup, après qu'ils aient déjà essayé et échoué. Il avait raison. Mais quand même, c'était ma fille. Daniel a soupiré. D'accord, concentrons-nous sur Marc et les preuves que Jennifer a mentionnées. Peut-elle obtenir des copies de ces documents? Je vais lui demander. Jennifer a accepté de copier ce qu'elle pouvait trouver. Mais elle avait peur. Si Marc se rend compte que je t'aide, je ne sais pas ce qu'il fera. Es-tu en danger? Ai-je demandé, soudainement inquiète. Pas physiquement, mais financièrement, oui. Il contrôle tout. Je n'ai même plus mon propre compte en banque. Tout est joint. Je ne le savais pas. Comment avais-je pu manquer ça? Ma fille indépendante, qui avait dirigé sa propre entreprise avant de rencontrer Marc,
n'avait pas son propre compte en banque. Jennifer, comment est-ce arrivé? Elle est restée silencieuse un moment. Lentement. Il a dit que c'était plus efficace pour les impôts. Puis, c'était plus facile pour le budget. Puis, c'était juste comme ça que les choses étaient. Cela semblait familier. Trop familier. La même lente érosion de l'indépendance qu'ils avaient tentée avec moi. Nous devons t'ouvrir ton propre compte, ai-je dit. Je ne peux pas. Ils surveillent tout. Les relevés arrivent sur notre email, qu'ils vérifient. Alors nous serons prudents. Demain, je passe te prendre pour déjeuner. Porte quelque chose de joli. Dis à Marc que tu vas à un déjeuner de réseautage pour un travail. Le lendemain, j'ai conduit Jennifer chez Olivia Chen au lieu d'un restaurant. Olivia était mon amie depuis des années, une directrice de banque à la retraite qui connaissait les arcanes des systèmes financiers. « Alors, c'est ta fille ?» dit Olivia, examinant attentivement Jennifer. « Celle qui a signé ses papiers ?» Jennifer a baissé les yeux. « Oui, madame. » Olivia s'est tournée vers moi. « Tu es sûre de ça, Hélène ?»« Je suis sûre qu'elle a besoin d'aide, » ai-je répondu. « Et moi aussi. » Olivia a hoché la tête et nous a fait entrer. Pendant les 2 heures suivantes, elle a aidé Jennifer à créer une nouvelle adresse e-mail, un profil bancaire en ligne sécurisé et un compte courant dans une autre banque. Une banque avec laquelle Marc n'avait aucun lien. Relevé papier envoyé à une boîte postale à mon nom, a expliqué Olivia. Aucune trace numérique jusqu'à chez toi. Tu pourras les consulter quand tu viendras me voir pour notre club de lecture. Jennifer avait l'air dépassée. Pourquoi m'aidez-vous après ce que j'ai fait? Le visage d'Olivia était sévère. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour ta mère, qui, pour une raison quelconque, croit encore en toi, et pour ta fille, qui mérite mieux que de voir sa mère perdre son identité. Jennifer a hoché la tête, les larmes aux yeux. Merci. Sur le chemin du retour, Jennifer était silencieuse. Finalement, elle a parlé. J'ai trouvé d'autres papiers. Marc a tout un dossier sur tes actifs. Il planifie ça depuis plus d'1 an. J'ai gardé les yeux sur la route. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne le savais pas au début, puis je ne voulais pas y croire. Puis, j'ai eu peur. Il a fait en sorte que ça paraisse raisonnable, comme si nous nous préparions simplement pour tes soins futurs. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait vraiment, je me suis sentie piégée. Tu es une femme adulte, Jennifer, avec un diplôme en droit. Je sais, a-t-elle murmuré. Ça rend les choses pires, n'est-ce pas? J'aurais dû savoir. Je me suis garée sur le côté de la route et je me suis tournée pour lui faire face. Tu te souviens de ce que tu me disais quand tu étais à la fac de droit? Pourquoi tu voulais pratiquer le droit de la famille? Elle a détourné le regard. Pour protéger les gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Tu disais que tu avais vu trop de gens perdre leur voix dans le système, que tu voulais être celle qui s'assurait qu'ils soient entendus. Une larme a coulé sur sa joue. Je me souviens. Qu'est-il arrivé à cette Jennifer? Elle a fermé les yeux. Elle a rencontré Marc. Et lentement, elle a disparu. J'ai tendu la main et pris la sienne. C'était la première fois que je la touchais depuis la découverte de la trahison. Alors il est temps qu'elle revienne. Ce contact physique, simple mais profond, était une reconnaissance. Non pas un pardon total, mais un pont jeté par-dessus l'abîme qu'elle avait créé. C'était un début. 2 jours plus tard, Jennifer m'a appelée, paniquée. « Il sait !» dit-elle à voix basse. « Je ne sais pas comment, mais il sait que je te parle. » Il a fouillé mon téléphone pendant que j'étais sous la douche. « Es-tu en sécurité ?» ai-je demandé immédiatement. « Oui, mais il est furieux. Il dit que je l'ai trahi,
que je te choisis au détriment de notre avenir. Il a menacé d'emmener Nora chez ses parents, en Arizona. Mon cœur s'est emballé. Il ne peut pas faire ça sans ta permission. Sauf s'il convainc un juge que je suis instable, ce qu'il menace de faire maintenant. Où est-il en ce moment? Au travail, mais il rentre plus tôt. Je dois aller chercher Nora à l'école, mais j'ai peur. J'arrive, ai-je dit, attrapant déjà mes clés. Prépare un sac pour vous deux. Juste l'essentiel. J'ai appelé Daniel depuis la voiture, expliquant la situation. Ça change tout, a-t-il dit. S'il profère des menaces concernant l'enfant, nous devons agir vite. Va directement chez Jennifer, récupère-la ainsi que Nora, et amène-les à mon bureau. Ne retourne pas chez toi. Nous ne savons pas si Mark ira les y chercher. J'ai accepté, et j'ai conduit directement à l'appartement de Jennifer. Elle attendait dehors, avec 2 petits sacs, et une expression de terreur absolue. Nous devons aller chercher Nora, a-t-elle dit en montant dans la voiture. L'école se termine dans 20 minutes. Nous y serons. En arrivant à l'école primaire, Jennifer a repéré la voiture de Mark déjà dans la file d'attente. « Il est là », a-t-elle murmuré. « Il nous a devancés. » Je me suis garée dans une place à l'écart de la file. « Appelle le secrétariat de l'école. Dis-leur de ne pas laisser Nora partir avec lui. Dis que c'est une urgence. » Jennifer a passé l'appel, la voix tremblante, en expliquant la situation à la secrétaire de l'école. Quand elle a raccroché, son visage était pâle. « Ils la garderont au bureau, mais nous devons nous dépêcher. Si Mark fait une scène, il n'en fera pas, ai-je dit fermement. Pas en public. Il se soucie trop des apparences. Nous sommes entrés rapidement dans l'école, Jennifer s'agrippant à mon bras comme elle le faisait enfant en traversant la rue. Au bureau d'accueil, nous avons trouvé Nora assise sur un banc, l'air confuse et un peu effrayée. « Maman !» dit-elle en se levant d'un bond. « Ils ont dit que je ne pouvais pas partir avec papa. Il y a un problème ?» Jennifer s'est agenouillée. « On part en petit voyage, ma chérie. Juste nous pour un moment. »« Et papa ?» Jennifer m'a jeté un regard, puis s'est retournée vers sa fille. « Papa et moi avons besoin de temps séparés. Nous allons rester chez mamie. » Nora m'a regardée, son expression s'illuminant. « Vraiment? Pour combien de temps? » « Aussi longtemps que nécessaire, » ai-je dit. Alors que nous partions par une porte latérale, une secrétaire s'est précipitée vers nous. « Madame Grant, votre mari est à l'accueil. Il insiste beaucoup pour vous voir. » Jennifer s'est crispée. « S'il vous plaît, ne lui dites pas par où nous sommes partis. » La femme a hoché la tête, de la compréhension dans les yeux. « Prenez soin de vous, Madame Grant. » Nous sommes arrivés à la voiture et avons conduit directement au bureau de Daniel. Pendant tout le trajet, je n'ai cessé de vérifier le rétroviseur, m'attendant à voir la berline argentée de Mark derrière nous, mais il n'y avait rien. Au cabinet d'avocat, Daniel nous a fait entrer dans une salle de conférence et a fermé la porte. « Nous devons demander la garde d'urgence et une ordonnance restrictive temporaire, » a-t-il dit, posant un dossier sur la table. « Jennifer, j'ai besoin que vous documentiez tout comportement menaçant, tout schéma de contrôle, tout ce qui pourrait suggérer que Mark pourrait être un danger pour vous, ou Nora. » Jennifer a hoché la tête, baissant les yeux sur sa fille, qui coloriait tranquillement avec des feutres que l'assistante de Daniel avait fournis. « Est-ce que ça va lui faire du mal ?» demanda doucement Jennifer. Le visage de Daniel s'est adouci. « Le divorce n'est jamais facile pour les enfants, mais vous savez ce qui est pire? Grandir en regardant un parent contrôler et diminuer l'autre. Les enfants voient tout, même quand on pense qu'ils ne le font pas. » Jennifer a hoché la tête et a commencé à écrire. Page après page d'incidents, de petits comportements de contrôle qui s'étaient accumulés avec le temps. Des restrictions financières,
l'isolement de ses amis, et enfin le complot contre moi. Pendant qu'elle écrivait, je me suis assise avec Nora, l'aidant à colorier une image de licorne. Elle semblait calme, adaptable de cette manière que les enfants ont souvent au milieu du chaos des adultes. « Mamie ?» dit-elle après un moment. « Est-ce que maman et papa se disputent à cause de moi ?» Mon cœur s'est un peu brisé. « Non, ma chérie, jamais à cause de toi. Les adultes ont parfois des problèmes qu'ils doivent nous résoudre. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais papa dit que maman dépense trop d'argent pour mes leçons, le piano et la natation et tout ça. » J'ai gardé une voix stable. Tes leçons sont importantes. Elles t'aident à grandir et à apprendre. Ce n'est jamais un gaspillage d'argent. Elle a réfléchi à cela. Puis est retournée à son coloriage. J'aime bien rester avec toi. Ta maison sans les biscuits. Malgré tout, j'ai souri. Eh bien, il va peut-être falloir en faire alors, n'est-ce pas? Le soir, Daniel avait déposé les documents d'urgence, et un juge avait accordé une ordonnance temporaire empêchant Marc de s'approcher de Jennifer, Nora ou moi. Jennifer a obtenu la garde exclusive temporaire en attendant une audience. Nous sommes rentrés chez moi en silence, toutes les trois épuisées. En entrant dans l'allée, j'ai remarqué la voiture de Marc garée de l'autre côté de la rue. « Reste dans la voiture », ai-je dit à Jennifer, la voix ferme. « Verrouille les portes. » Je suis sortie, l'ordonnance restrictive à la main, et j'ai marché droit vers sa voiture. Il a baissé la vitre à mon approche. « Tu ne peux pas être ici, Marc. Il y a une ordonnance restrictive. » Son visage était un mélange de colère et d'incrédulité. « Tu as monté ma femme contre moi. Tu as volé ma famille. »« Non, » ai-je dit calmement. « Tu as fait ça tout seul quand tu as décidé de voler mon identité, ma maison et ma dignité. Maintenant, pars ou j'appelle la police. » Il a jeté un regard par-dessus mon épaule, vers la voiture où Jennifer et Nora étaient assises, observant. Un instant, j'ai cru qu'il pourrait tenter quelque chose d'imprudent. Puis, il a démarré le moteur. « Ce n'est pas fini, » a-t-il dit avant de s'éloigner. J'ai regardé jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue, puis je suis retournée vers Jennifer et Nora. « Est-ce que papa est fâché ?» a demandé Nora alors que nous entrions dans la maison. Jennifer m'a regardée, impuissante. « Ton papa est confus en ce moment, » ai-je dit avec précaution. Parfois, quand les adultes sont confus, ils se mettent en colère au lieu de demander de l'aide. Mais ce n'est pas ton souci. D'accord. Nora a hoché la tête, bien que je puisse voir qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Cette nuit-là, après que Nora se soit endormie dans la chambre d'amis, Jennifer et moi, nous sommes assises dans la cuisine, des tasses de thé entre nous. « Je suis tellement désolée, » a-t-elle dit pour ce qui semblait être la 100e fois. « Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. »« Moi non plus, » ai-je admis. « Mais nous y voilà. Que se passe-t-il maintenant ?» J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. Les cernes sous ses yeux. La façon dont ses épaules étaient voûtées, comme si elle portait un poids invisible. Elle semblait à la fois plus âgée que son âge et en quelque sorte enfantine dans sa vulnérabilité. « Maintenant, » ai-je dit, « nous reconstruisons. Nous protégeons Nora, nous te remettons sur pied. Nous affrontons tout ce que Marc essaiera ensuite. »« Et nous ?» a-t-elle demandé, la voix faible. « Pourrons-nous un jour réparer ce que j'ai brisé ?» J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. La confiance, une fois brisée, ne se réassemble pas simplement. Elle doit être reforgée, différente, mais peut-être plus forte dans ses parties réparées. Nous commençons par être honnêtes l'une avec l'autre, ai-je dit. Plus de secrets. Plus de suppositions sur ce qui est le mieux pour l'autre sans demander. Elle a hoché la tête, le soulagement se lisant sur son visage. « Je peux faire ça,
Et Jennifer, tu dois te retrouver. La femme que tu étais avant Marc, l'avocate, la militante, la fille qui défendait ce qui était juste. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je ne suis pas sûre de me souvenir comment être elle. Alors, nous le découvrirons ensemble. Plus tard dans la nuit, je ne pouvais pas dormir. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis, observant le visage paisible de Nora dans la faible lueur de la veilleuse. Jennifer était blottie à côté d'elle, un bras protecteur autour de sa fille, même dans son sommeil. Dans l'obscurité silencieuse, je me suis enfin permis de ressentir tout le poids de ce qui s'était passé. La trahison, la peur, l'échappée belle d'un avenir où j'aurais pu être complètement effacée de ma propre vie. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. Une résolution d'acier, une clarté de but que je n'avais pas connue depuis la mort de Charles. Quoi qu'il advienne, je l'affronterai de front. Pour moi, pour Jennifer, pour Nora. C'était plus qu'une simple bataille juridique. C'était une réclamation de soi. Une réaffirmation de mon droit d'exister, non pas comme une relique du passé ou un fardeau pour l'avenir, mais comme une femme vivante et entière, avec une voix et une volonté qui lui étaient propres. Et dans cette quiétude, j'ai su que nous allions non seulement survivre, mais que nous allions prospérer. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Daniel. Marc a déposé une contre-plainte, a-t-il dit sans préambule. Il prétend que Jennifer est émotionnellement instable et que vous l'avez manipulée pour qu'elle le quitte. Il demande une évaluation psychologique pour vous deux. J'ai pris une profonde inspiration. Il est désespéré. Oui, mais les gens désespérés peuvent être dangereux. Ils gèlent également tous leurs comptes joints. Jennifer doit transférer tout l'argent qu'elle peut le plus rapidement possible. J'ai jeté un coup d'œil dans le salon où Jennifer aidait Nora avec le petit déjeuner. Elle l'a déjà fait. Nous avons ouvert de nouveaux comptes il y a 2 jours. Bonne initiative, mais ce n'est que le début. Ça pourrait devenir très laid. Hélène, êtes-vous prête pour ça? J'ai vécu pire, ai-je dit en pensant aux années qui ont suivi la mort de Charles. La lente et douloureuse reconstruction d'une vie sans la personne que j'avais cru toujours avoir à mes côtés. Nous allons gérer ça. Après avoir raccroché, j'ai rejoint Jennifer et Nora dans le salon. Nora bavardait à propos d'un projet scolaire, apparemment peu troublée par le changement radical de sa situation. Les enfants s'adaptent, pensais-je, parfois plus vite que les adultes. Jennifer, ai-je dit doucement quand Nora est allée chercher son sac à dos. Marc gèle vos comptes et il a demandé des évaluations psychologiques pour nous deux. Son visage a pâli. Peut-il faire ça? Il peut essayer. Daniel prépare déjà notre réponse. Mais je dois te demander quelque chose d'important. Elle a hoché la tête, attendant. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Quelque chose que Marc pourrait utiliser contre nous et qui pourrait nous prendre au dépourvu, moi ou Daniel? Jennifer a hésité et mon cœur s'est serré. Il y avait plus. L'année dernière, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Quand tu as eu cette petite opération au genou, Marc a suggéré que nous parlions à ton médecin de tests cognitifs. Il a dit au médecin que tu montrais des signes de confusion. Je me suis souvenu de ce rendez-vous. Le médecin m'avait posé des questions inhabituelles, mais je n'y avais pas prêté attention. Le médecin n'a rien trouvé d'inquiétant, a poursuivi Jennifer. Mais Marc a insisté pour un suivi avec un spécialiste. Je suis allée avec lui à ce rendez-vous. Je l'ai laissé parler pour toi. J'ai fermé les yeux brièvement. Et qu'a dit ce spécialiste? Que tu présentais quelques changements de mémoire normaux, liés à l'âge, mais rien de pathologique. Marc était déçu. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à parler d'obtenir d'autres avis médicaux. J'ai hoché la tête lentement, traitant cette nouvelle trahison. Merci de me le dire.
Daniel doit savoir ça aussi. Jennifer avait l'air honteuse. Il y a plus. Marc a un ami qui est psychiatre. Il lui a demandé d'examiner officieusement tes dossiers médicaux. Je ne sais pas ce que cet ami a dit, mais Marc semblait satisfait par la suite. Comment a-t-il obtenu mes dossiers? Jennifer n'a pas pu me regarder dans les yeux. J'ai signé un formulaire d'autorisation. Il a dit que c'était une formalité pour les assurances. Chaque révélation était comme une autre petite coupure, mais au moins maintenant, nous savions à quoi nous étions confrontés. D'accord, ai-je dit finalement. Plus de secrets à partir de maintenant. Nous dirons tout à Daniel et préparerons notre défense. Nora est revenue dans la pièce en sautillant, inconsciente de la tension. Je suis prête pour l'école. On peut prendre une glace après? Je lui ai souri, reconnaissante de l'interruption. On verra. Peut-être qu'on pourra faire ces biscuits dont on a parlé à la place. En conduisant Nora à l'école, Jennifer est restée à la maison pour appeler Daniel et tout lui révéler. Nous avions convenu qu'il valait mieux que Nora ne soit pas témoin de ces conversations. En la déposant, je l'ai regardée sauter dans le bâtiment, son sac à dos rebondissant. Une telle résilience dans un si petit corps. J'ai fait la promesse silencieuse de protéger cette innocence, de m'assurer que les batailles d'adultes qui faisaient rage autour d'elle ne terniraient pas sa lumière. Quand je suis rentrée, Jennifer était assise à la table de la cuisine, une étrange expression sur son visage. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. Daniel a appelé l'avocate de Marc. Apparemment, l'histoire de Marc s'effondre déjà. L'ami psychiatre a nié avoir examiné mes dossiers, disant que ce serait contraire à l'éthique. Et le spécialiste que nous avons vu a des notes indiquant clairement que tu étais cognitivement intacte. J'ai ressenti une vague de soulagement. Donc, il n'a rien. Rien de médical. Mais il prétend maintenant une malversation financière, que j'ai utilisé à mauvais escient des fonds communs, et que tu m'as aidé à cacher des actifs. Je me suis assise lourdement. Est-ce que ça finira un jour? Jennifer a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Ça finira. Daniel dit que l'avocate de Marc semble de plus en plus mal à l'aise avec ses affirmations. Il pense qu'il pourrait se retirer de l'affaire si Marc continue de pousser ses allégations sans fondement. Et d'ici là, nous documentons tout. Nous nous préparons pour le tribunal. Nous protégeons Nora. Jennifer a serré ma main. Nous restons unis. J'ai regardé nos mains jointes, ma peau ridée contre la sienne, plus lisse. Mère et fille, désormais alliées dans une bataille qu'aucune de nous n'avait anticipée. Ensemble, ai-je acquiescé. Les jours se sont transformés en semaines. Octobre a fait place à novembre, et l'érable dans mon jardin s'est embrasé de rouge avant de perdre ses feuilles. Pendant tout ce temps, nous nous sommes préparés au combat. Daniel a travaillé sans relâche, rassemblant des preuves, déposant des requêtes, construisant notre dossier. Il s'est avéré que Marc avait laissé une traînée d'irrégularités financières au cours de l'année écoulée. De petits retraits de comptes joints que Jennifer n'avait pas remarqués, des demandes de cartes de crédit à son nom et, le plus accablant de tous, des signatures falsifiées sur des documents d'investissement portant mon nom. Nous avons assez pour des poursuites pénales, m'a dit Daniel un après-midi alors que nous étions assis dans son bureau. Vol d'identité, falsification, exploitation financière d'une personne âgée. Le procureur de la République est intéressé. J'ai jeté un coup d'œil à Jennifer, qui était assise à côté de moi, serrant un mouchoir. Qu'est-ce que cela signifierait pour Jennifer et pour Nora? L'expression de Daniel s'est adoucie. La coopération de Jennifer jouera en sa faveur. Quant à Nora, ce n'est jamais facile quand un parent fait face à des ennuis judiciaires, mais les enfants sont résilients, et elle vous a toutes les deux. Jennifer a pris la parole,
sa voix plus ferme que je ne l'attendais. Je veux qu'il soit tenu responsable, quoi que cela signifie pour moi. Je l'accepterai. Mais je ne veux pas que Nora voie son père menotté. Daniel a hoché la tête. Nous pourrons peut-être organiser une reddition volontaire si cela en arrive là. Mais d'abord, voyons comment se déroulent les procédures devant le juge aux affaires familiales. L'avocate de Marc a demandé une conférence de règlement. Cela suggère qu'ils cherchent une issue. Quel genre de règlement ? Ai-je demandé. Ils veulent éviter les poursuites pénales, évidemment. En échange, Marc abandonnerait toutes les revendications concernant votre compétence, Hélène, et accepterait les termes du divorce de Jennifer. Et quels seraient ces termes ? A demandé Jennifer. Daniel a consulté ses notes. Garde exclusive pour vous avec un droit de visite supervisé pour Marc. Partage des biens conformément au contrat de mariage et il devrait suivre une thérapie de gestion financière et de la colère avant que les visites puissent devenir non supervisées. Jennifer avait l'air surprise. Je ne savais pas que nous avions un tel levier. Les preuves d'exploitation financière nous donnent un levier considérable, a expliqué Daniel. Les juges voient d'un très mauvais œil quelqu'un qui essaie de déclarer incompétente une personne âgée compétente pour un gain financier. Ajoutez à cela le schéma documenté de comportement de contrôle envers vous, et la position de Marc est extrêmement faible. J'ai réfléchi à cela. Quand a lieu cette conférence de règlement ? Mardi prochain. Vous devriez toutes les deux être là, mais Nora ne devrait pas. Après avoir quitté le bureau de Daniel, Jennifer et moi sommes allés dans un café voisin. Nora était chez une amie de l'école, nous laissant un rare moment seuls. « Es-tu prête pour ça ?» ai-je demandé, alors que nous nous installions à une table dans un coin. Jennifer a remué son café distraitement. Je ne sais pas si on n'est jamais prêt à affronter la personne avec qui on pensait passer sa vie dans un tribunal. Elle a levé les yeux vers moi. Ça te semble naïf, après tout ça ? Non, ai-je dit doucement. Ça semble humain. Elle a hoché la tête, les larmes montant. Je n'arrête pas de penser à notre rencontre. Il était si attentionné, si intéressé par mon travail, mes opinions. Quand est-ce que c'est devenu du contrôle ? Quand l'attention est-elle devenue de la surveillance ? J'aurais dû le voir plus tôt. Ces choses arrivent progressivement, ai-je dit. Comme l'eau qui use la pierre. On ne remarque pas le changement au jour le jour. Seulement quand on prend du recul et qu'on voit à quel point tout a été érodé. J'étais censée être plus intelligente que ça. Je suis avocate, bon sang. J'ai conseillé des femmes dans des relations abusives. L'intelligence ne vous immunise pas contre la manipulation. Parfois, elle vous rend plus vulnérable parce que vous faites entièrement confiance à votre propre jugement. Elle m'a regardée avec une nouvelle compréhension. C'est ce qui s'est passé avec toi ? Tu as fait confiance à ton jugement à notre sujet. J'ai réfléchi à cela. J'ai fait confiance au fait que ma fille ne me ferait pas de mal. Cette confiance m'a aveuglée au signe que quelque chose n'allait pas. Je suis tellement désolée, maman. Je sais. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne. Nous avons toutes les deux fait des erreurs. Maintenant, nous les réparons. Cette conversation, dépouillée de toute prétention, était une étape cruciale. Ce n'était plus une mère qui réprimandait une fille égarée. C'étaient deux femmes, partageant leur vulnérabilité, reconnaissant leurs failles et trouvant une force commune dans leur honnêteté partagée. C'était le début de la reforgerie. Le mardi est arrivé, froid et lumineux. Nous avons laissé Nora avec Olivia, qui était devenue une présence stable dans nos vies, un pont solide entre notre passé et l'avenir que nous construisions. Le palais de justice était imposant, tout en marbre et en couloirs résonnants. Jennifer marchait à mes côtés, son tailleur bleu marine impeccable, le dos droit.
Elle ressemblait à l'avocate qu'elle avait été avant que Mark ne la convainque progressivement d'abandonner sa pratique pour se concentrer sur la famille. Nous avons retrouvé Daniel dans une petite salle de conférence. Il examinait des documents, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. « Ils sont déjà là », a-t-il dit en levant les yeux. Mark et son avocate sont arrivés en avance. Jennifer s'est tendue. A-t-il dit quelque chose? Pas directement. Mais son avocate laisse entendre qu'il pourrait être disposé à accepter la plupart de nos conditions si nous abandonnons les poursuites pénales potentielles. J'ai froncé les sourcils. On dirait qu'il admet sa culpabilité? De manière détournée, oui, mais dans les négociations de règlement, ce n'est pas un aveu formel. Jennifer a pris une profonde inspiration. Écoutons ce qu'ils ont à dire. La conférence de règlement s'est tenue dans une salle privée avec un médiateur, un juge à la retraite spécialisé dans les litiges familiaux. Mark était assis de l'autre côté de la table, vêtu du même costume gris pâle qu'il portait ce jour-là à la banque. La vue de ce costume m'a noué l'estomac. Il me regardait à peine, ses yeux fixés sur Jennifer, avec une intensité qui semblait osciller entre la colère et la supplication. Elle a soutenu son regard fermement, ne laissant rien paraître. Le médiateur a commencé par établir les règles de base, puis a invité l'avocate de Mark à présenter leur offre de règlement. Mon client est prêt à accepter les conditions concernant le partage des biens tels que définis dans le contrat de mariage. A commencé l'avocate, une femme d'une 50aine d'années, avec une coupe de cheveux sévère et des yeux vifs. Il acceptera que Madame Grant est la garde physique principale de leur fille, avec un droit de visite standard pour Monsieur Grant. Daniel a interrompu en douceur. Notre position est que les visites devraient être supervisées au début. L'avocate de Mark a froncé les sourcils. Mon client trouve cela inutilement restrictif. Il n'a jamais été autre chose qu'un père aimant. Jennifer a pris la parole, sa voix claire. Un père aimant ne menace pas d'emmener son enfant à travers le pays pour la séparer de sa mère. Un père aimant n'utilise pas son enfant comme levier dans un divorce. Le visage de Mark s'est assombri. Je n'ai jamais... Monsieur Grant, a averti le médiateur. Veuillez laisser votre avocate parler pour vous. Mark s'est tu, mais ses yeux brûlaient d'une rage à peine contenue. Son avocate a poursuivi. Mon client est disposé à abandonner toutes les revendications concernant la compétence de la mère de Madame Grant et acceptera de ne contester aucune modification de son testament ou de ses arrangements financiers. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas abordé le point de Jennifer sur Nora. Daniel s'est penché en avant. Et qu'attend votre client en retour de ces concessions? Que Madame Grant mère accepte de ne pas engager de poursuites pénales liées à de prétendues malversations financières. Daniel m'a regardé. Nous avions discuté de cette possibilité. Des poursuites pénales signifieraient un procès public, une exposition pour Jennifer et, surtout, un traumatisme pour Nora. Nous aurions besoin de plus que le simple abandon des revendications de compétences, ai-je dit calmement. Nous aurions besoin d'un aveu écrit et formel de ce qui a été fait et pourquoi. L'avocate de Mark a commencé à objecter, mais Mark lui-même a interrompu. Quel est l'intérêt de ça? Juste pour m'humilier? Non, ai-je répondu, le regardant directement dans les yeux pour la première fois. Pour la protection. Pour qu'il y ait une trace, si vous essayez à nouveau quelque chose comme ça. Le médiateur est intervenu. Peut-être pourrions-nous rédiger un aveu confidentiel qui serait classé sous scellé auprès du tribunal. Cela fournirait la protection que Madame Grant-mère recherche sans exposition publique. Après quelques discussions, l'avocate de Mark a accepté ce compromis. Nous avons passé les 2 heures suivantes à négocier les termes spécifiques du règlement. Mark admettrait avoir falsifié ma signature et déposé de fausses déclarations sur ma compétence mentale. Il renoncerait à toute prétention sur mes biens
et accepterait des visites supervisées avec Nora pendant 6 mois, après quoi l'arrangement serait réexaminé. En échange, je ne poursuivrai pas les charges pénales et Jennifer ne demanderait pas de dommages et intérêts punitifs dans le divorce. À la fin de la session, nous avions un cadre pour le règlement. Les avocats rédigeraient l'accord formel et nous nous reverrions dans une semaine pour signer. Alors que nous nous préparions à partir, Mark a demandé s'il pouvait parler à Jennifer seule un moment. Elle m'a regardée, incertaine. « C'est ton choix, » ai-je dit. « Tu n'es pas obligé. » Elle a hésité, puis a hoché la tête. 5 minutes dans la salle de conférence avec la porte ouverte. Daniel et moi avons attendu dans le couloir. Je ne pouvais pas entendre ce qui se disait, mais je pouvais les voir à travers l'embrasure de la porte. Mark parlant intensément, se penchant vers Jennifer. Jennifer debout, droite, les bras croisés, secouant la tête. Après exactement 5 minutes, elle est sortie, le visage composé, mais pâle. « Tout va bien ?» ai-je demandé alors que nous marchions vers le parking. Il voulait que je reconsidère. Il a dit que nous pouvions arranger les choses, qu'il avait changé. « Et qu'as-tu dit ?» Un petit sourire triste a traversé son visage. J'ai dit que les gens ne changent pas en 2 mois, et que même s'ils l'avaient fait, certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. J'ai hoché la tête, fière de sa force. Il a aussi dit que je regretterais de t'avoir choisi plutôt que lui, que tu me contrôlerais comme il l'a fait. Seulement, j'étais trop aveugle pour le voir. J'ai arrêté de marcher. Jennifer. « Ne t'inquiète pas, » a-t-elle dit. Je lui ai dit que la différence, c'est que tu ne m'as jamais demandé d'être moins que ce que je suis. Lui n'a jamais voulu autre chose. La semaine s'est écoulée tranquillement. Nora a pris ses habitudes à l'école, se faisant de nouvelles amies et rapportant des projets artistiques qui décoraient maintenant mon réfrigérateur. Jennifer a commencé à consulter pour son ancien cabinet d'avocat, remettant timidement un pied dans la carrière qu'elle avait abandonnée. Et je me suis surprise à redécouvrir le plaisir d'avoir ma maison de nouveau remplie de famille, mais cette fois-ci, à mes conditions. Personne ne parlait plus de mon fauteuil préféré comme de « ton petit coin ». Personne ne suggérait que je pouvais être confuse lorsque je ne trouvais pas mes lunettes de lecture. Personne ne surveillait mes allées et venues comme si j'étais une adolescente indisciplinée. Le jour où nous devions signer l'accord de règlement, Jennifer a reçu un SMS de Mark. « Il ne vient pas », a-t-elle dit en fixant son téléphone. Il dit qu'il a reconsidéré sa position et qu'il veut tenter sa chance au tribunal. Daniel a immédiatement appelé l'avocate de Mark, qui semblait tout aussi surprise. « C'est très inhabituel », a-t-elle dit. « Laissez-moi parler à mon client et je vous rappelle. » Nous avons attendu dans le bureau de Daniel, la tension montant à chaque minute qui passait. Lorsque le téléphone a finalement sonné, Daniel l'a mis sur haut-parleur. « Je m'excuse pour le message de mon client », a déclaré l'avocate de Mark, la voix tendue. Après notre conversation, il a accepté de procéder au règlement comme prévu. Cependant, il insiste sur une condition supplémentaire. « Qui est ?» a demandé Daniel. Il veut des excuses en face-à-face de la part de Madame Grand'Mère pour, et je cite, « avoir monté sa femme contre lui et détruit sa famille. » J'ai senti une vague de colère si forte qu'elle m'a momentanément coupé le souffle. « Absolument pas », a claqué Jennifer avant que je puisse répondre. Ma mère n'a rien à se reprocher. « Je comprends votre position », a dit l'avocate diplomatiquement. Mais mon client est catégorique. Sans cela, il est prêt à tout contester au tribunal. Daniel a mis le téléphone en sourdine. « C'est un jeu de pouvoir », nous a-t-il dit. Une dernière tentative pour affirmer son contrôle. Nous ne sommes pas obligés d'accepter. « Mais si nous ne le faisons pas, » a dit Jennifer, « nous nous engageons dans des mois de bataille judiciaire, plus de stress pour Nora. » J'ai réfléchi un instant. « Je vais le faire. »
Jennifer avait l'air choquée. Maman, non, tu ne lui dois rien. Je sais, ai-je dit. Mais il ne s'agit pas de ce que je lui dois. Il s'agit de mettre fin à cela, maintenant, à nos conditions. De plus, ai-je ajouté avec un léger sourire, il n'a pas précisé quel genre d'excuses je devais présenter. Daniel a réactivé le son du téléphone. Madame Grant accepte de rencontrer Monsieur Grant avant la signature, en présence des avocats. L'avocate a semblé soulagée. Excellent. Disons 13 heures dans nos bureaux. Nous sommes arrivés à 13 heures précises. Marc était déjà là, assis dans une salle de conférence avec son avocate. Il s'est levé à notre entrée, les yeux fixés sur moi avec un mélange de triomphe et de ressentiment. Madame Grant a accepté de vous parler avant la signature, a commencé son avocate. Seule, a interrompu Marc. Ce n'était pas l'accord, a objecté Daniel. J'ai levé une main. C'est bon, je peux gérer ça. J'ai regardé Marc. 5 minutes. La porte reste ouverte. Les avocats et Jennifer sont sortis, bien que j'ai remarqué que Daniel s'est positionné de manière à pouvoir voir dans la pièce. Je me suis assise en face de Marc, les mains calmement jointes sur la table. « Eh bien, » a-t-il dit après un moment, « j'attends mes excuses. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, voyant au-delà du costume coûteux et de l'expression soigneusement contrôlée, l'insécurité sous-jacente. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas exactement du pardon, mais une sorte de clarté. « Marc, » ai-je commencé, la voix stable. « Je suis désolé. » Il a légèrement souri, satisfait. « Je suis désolé de ne pas avoir vu plus tôt quel genre d'homme vous êtes vraiment. Je suis désolé de vous avoir accueilli dans ma maison et de vous avoir traité comme un membre de la famille, alors que vous complotiez déjà pour tout me prendre. Je suis désolé de ne pas avoir protégé ma fille de votre manipulation plus tôt. » Son sourire a disparu. « Ce n'est pas... Je n'ai pas fini, » ai-je poursuivi calmement. « Je suis aussi désolé pour vous. Désolé que vous soyez si vide à l'intérieur, que vous ayez besoin de contrôler et de diminuer les autres pour vous sentir puissant. Désolé que vous ne connaîtrez jamais le genre d'amour qui ne tient pas les comptes ou n'exige pas la soumission. Désolé que vous ayez perdu une femme qui vous aurait soutenu contre vent et marée si seulement vous l'aviez traitée avec respect. » Le visage de Marc est devenu rouge foncé. « Vous pensez que vous avez gagné, n'est-ce pas? Que vous avez retourné Jennifer contre moi pour de bon? » Il ne s'agit pas de gagner, Marc. Il s'agit de vérité. Et la vérité, c'est que vous vous êtes fait ça à vous-même. J'ai juste aidé Jennifer à le voir. Il s'est penché en avant, la voix basse. Elle reviendra vers moi un jour. Elle le fait toujours. Et quand elle le fera, je m'assurerai qu'elle comprenne exactement quel genre de mère elle a. Je me suis levée. Nos 5 minutes sont écoulées. J'ai rempli mon obligation. Maintenant, signons ces papiers et mettons un terme à ce chapitre pour de bon. Il m'a fixé un long moment, puis a hoché la tête une fois, sèchement. Très bien, finissons-en. La signature elle-même était sans grand relief, juste des signatures sur des documents, des poignées de main formelles et des expressions soigneusement neutres. Quand ce fut terminé, Marc est parti sans un regard en arrière, son avocate se hâtant derrière lui. Dans la voiture, après, Jennifer a expiré profondément. « C'est vraiment fini, n'est-ce pas? » « Cette partie, oui, » ai-je dit. « Maintenant, nous reconstruisons. » Ce soir-là, nous avons célébré avec un petit gâteau que Nora avait aidé à préparer. Elle ne comprenait pas entièrement ce que nous fêtions, mais elle savait que c'était important. « Tu es heureuse maintenant, maman ?» demanda-t-elle alors que Jennifer l'abordait dans ce qui était devenu sa chambre dans ma maison. Jennifer m'a jeté un regard alors que je me tenais dans l'encadrement de la porte.
Oui, ma chérie. J'y arrive. Et papa est toujours fâché? Jennifer a hésité. Papa a de gros sentiments en ce moment, mais ce n'est pas ton souci. D'accord? Tu le verras ce week-end au bureau de Madame Peterson, et tu pourras jouer dans cette jolie salle de jeu avec tous les jouets. Nora a semblé satisfaite de cette réponse. Est-ce que mamie peut venir aussi? Pas cette fois, ai-je dit doucement. Mais je serai là à ton retour, et tu pourras tout me raconter. Après que Nora se soit endormie, Jennifer et moi nous sommes assises sur la balancelle du porche, enveloppées dans des couvertures contre le froid de novembre. La rue était calme, juste le passage occasionnel d'une voiture, ses phares balayant la cour. « Ce que tu as dit à Marc aujourd'hui ?» a commencé Jennifer. « Daniel me l'a raconté ?» J'ai souri légèrement. Pas exactement les excuses qu'il espérait? Non. Elle a gloussé. Mais exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Elle est restée silencieuse un moment. Tu sais, quand je l'ai rencontré, il semblait si confiant, si sûr de lui. Je pensais que c'était ce dont j'avais besoin. Quelqu'un qui avait toujours la réponse, qui pouvait prendre le contrôle quand je me sentais dépassée. Et maintenant? Maintenant, je réalise que la vraie confiance n'a pas besoin de contrôler les autres. Elle leur fait de la place pour qu'ils soient eux-mêmes. Elle m'a regardée. Comme tu l'as toujours fait pour moi, même quand je ne le méritais pas. J'ai pris sa main. Tu l'as toujours mérité, même quand tu t'es égarée. Nous sommes restées assises dans un silence confortable pendant un moment. La balancelle grinçant doucement. J'ai pensé à retourner travailler, a finalement dit Jennifer. Pas seulement en consultation, mais vraiment pratiquer à nouveau. Le droit de la famille, comme avant. Je pense que c'est une merveilleuse idée. Cela pourrait signifier quelques changements. Une garde pour Nora après l'école, peut-être éventuellement notre propre appartement quand je serai financièrement indépendante? J'ai hoché la tête, ressentant une pointe de tristesse et de fierté à la fois. C'est logique. Cela n'a jamais été censé être permanent, juste un port sûr jusqu'à ce que tu sois prête à reprendre la mer. Elle a serré ma main. Merci d'avoir été ce port, d'avoir lutté pour moi-même quand je ne pouvais pas lutter pour moi-même. C'est ce que font les mères, ai-je dit simplement. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et j'ai préparé du café, profitant du calme avant que Jennifer et Nora ne se réveillent. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, regardant le lever du soleil peindre l'érable d'une lumière dorée, illuminant les quelques feuilles tenaces qui s'accrochaient encore à ses branches. La vie allait avancer. Jennifer allait reconstruire sa carrière et sa confiance. Nora allait grandir et s'épanouir. J'allais retrouver les rythmes de ma propre vie, peut-être avec de nouvelles limites et une nouvelle sagesse. Et quelque part dans cette histoire de trahison et de rétablissement, il y avait une leçon, non seulement pour Jennifer ou Marc, mais aussi pour moi. Un rappel que l'âge ne diminue pas notre droit à la dignité, à l'autonomie, au respect. Que parfois, l'acte le plus fort est simplement de se lever et de dire « Je suis toujours là. J'ai toujours de l'importance. Je ne serai pas effacée. » La prise de conscience que ma valeur n'était pas liée à mon utilité pour les autres, mais qu'elle était inhérente à mon être même. 6 mois plus tard, par une chaude journée de printemps, j'étais assise dans mon jardin à planter des œillets d'Inde pendant que Nora bavardait à côté de moi, ses petites mains tapotant la terre autour des plants. Jennifer était à l'intérieur de la maison, en appel professionnel. Elle avait récemment accepté un poste dans une organisation à but non lucratif qui défendait les droits des personnes âgées. Inspirée, disait-elle, par ce qui m'était arrivé. « Mamie, dit soudain Nora,
Tu te souviens quand on est venu vivre avec toi et que maman était triste tout le temps? J'ai hoché la tête, ne sachant pas où elle voulait en venir. Elle n'est plus triste maintenant. Elle rit beaucoup, et elle ne regarde plus son téléphone d'un air inquiet, comme elle le faisait quand papa lui envoyait des SMS. J'ai remarqué ça aussi, ai-je dit en souriant. Papa se fâche encore parfois pendant nos visites. Il pose beaucoup de questions sur toi et maman. Mais Madame Peterson dit que je ne suis pas obligée de répondre si je n'en ai pas envie. J'ai gardé une expression neutre, bien qu'intérieurement, je sois irritée à l'idée que Mark utilise Nora pour obtenir des informations. C'est vrai, Madame Peterson est très sage. Nora a planté un autre semis, son visage sérieux de concentration. Je pense que papa a fait une erreur. Quel genre d'erreur, ma chérie? Il pensait qu'il pouvait rendre maman petite pour se sentir grand. Mais ça ne marche pas comme ça. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux sages au-delà de son âge. Les gens ne sont pas comme des ballons. Tu ne peux pas te rendre plus grand en rendant quelqu'un d'autre plus petit. J'ai cligné des yeux pour retenir des larmes soudaines. C'est très vrai, Nora. Où as-tu appris ça? Elle a haussé les épaules. Je l'ai juste deviné. Puis elle a souri. Et puis, j'ai entendu maman le dire à son amie au téléphone. J'ai ri, la serrant dans mes bras, tachant nos vêtements de terre. Par-dessus son épaule, j'ai vu Jennifer nous regarder depuis la fenêtre, un sourire aux lèvres. Plus tard dans la soirée, après que Nora fut couchée, Jennifer m'a rejointe sur le porche avec 2 verres de vin. « À nos nouveaux départs » dit-elle en levant son verre. « Et à la sagesse durement acquise » ai-je ajouté. Nous avons trinqué doucement. « J'ai trouvé un appartement » a-t-elle dit après un moment. « Il est tout prêt, à seulement 10 minutes. 2 chambres, un petit balcon pour les plantes. Le bail commence le mois prochain. » J'ai hoché la tête, ressentant la pointe de tristesse attendue, mais aussi de la fierté. C'est merveilleux. Nora va adorer avoir son propre espace à décorer. Nous serons là tout le temps, m'a assuré Jennifer. Les dîners du dimanche, les week-ends, quand tu voudras. Je sais. J'ai souri. Il est temps. Tu es prête. Elle m'a regardée pensivement. Et toi? Quelle est la suite pour Helen Grant? J'ai réfléchi à cela. Les 6 derniers mois avaient été si concentrés sur l'aide à la guérison de Jennifer et Nora, sur les batailles juridiques et la récupération émotionnelle, que je n'avais pas beaucoup pensé à mon propre avenir. Je ne suis pas entièrement sûre, ai-je admis, mais je pense que cela pourrait impliquer ce voyage que j'ai reporté. Peut-être un peu de bénévolat, peut-être même des rencontres. J'ai ri de l'expression surprise de Jennifer. Ne sois pas si choquée, je ne suis pas encore morte. Je n'ai juste jamais pensé à toi sortant avec quelqu'un après papa. Moi non plus, pendant longtemps. Mais récemment, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir d'autres chapitres dans mon histoire. Jennifer a de nouveau levé son verre. À ton prochain chapitre. Puisse-t-il être une aventure de ton choix? Et au tien? Ai-je répondu. Écrit de ta propre voix, pas de celle de quelqu'un d'autre. Alors que nous étions assises à regarder le soir s'installer autour de nous, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait manqué depuis trop longtemps. La trahison qui avait secoué notre famille nous avait aussi, de manière inattendue, libérés. Jennifer, d'un mariage contrôlant. Moi, de la diminution silencieuse que j'avais acceptée sans même m'en rendre compte. Parfois, il faut un choc sismique pour nous rappeler notre propre force. Pour nous montrer que nous ne sommes pas définis par la façon dont les autres nous voient, mais par la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Que nous ne sommes jamais trop vieux pour nous lever et dire « Voici qui je suis. Voici ce que je mérite. C'est la vie que je choisis. » Et si quelqu'un essaie de vous dire le contraire,
Eh bien, souvenez-vous simplement que le chat peut être jeté dehors, mais il peut toujours revenir en griffant, plus fort, plus sage et prêt à reprendre sa place au soleil. Je suis heureuse que vous ayez suivi mon histoire jusqu'au bout. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous et n'oubliez pas de me dire de quelle ville vous regardez. Si vous avez apprécié cette histoire, consultez. Mon fils a dit que j'étais trop vieille pour travailler dans son entreprise. Et, après la mort de mon mari, sa sœur a exigé la maison. Deux autres histoires qui sont les favorites de la chaîne.